dernière séquence, Jacques. Exactement, c'est notre quatrième plateau de ce forum de la rentrée littéraire Livre Hebdo. Merci à ceux qui nous suivent depuis le début ou à ceux qui nous ont rejoints. Donc vous pouvez regarder ça sur vos écrans. Et merci à tous ceux qui sont là parmi nous, les journalistes, les libraires, les influenceurs et les influenceuses. Je passe la parole à Laure Adler, après avoir précisé que nous recevons Adrien Bosc de Julliard, Véronique Obaldé d'Albin Michel et Dorothée Cuneo de Noël pour nous parler de leur rentrée. Alors Laure, de quoi a-t-on envie de parler pour commencer ? Écoutez, moi, ma première question s'adressera à Adrien. On a salué la première année, la première rentrée littéraire de Jean-Luc Barré, qui commençait chez Plon, en renouant avec la tradition littéraire de Plon et en essayant d'impulser un nouveau dynamisme, puisqu'il nous a annoncé qu'il publiait pour notre plus grand bonheur Bell Hooks, que vous connaissez, parce que je sais que vous avez une culture littéraire américaine extrêmement délicate et fournie. Donc, d'abord, bravo pour cette première rentrée littéraire. Et je voudrais commencer avec un livre d'un auteur qui, il me semble, si j'ai la mémoire bonne, était il n'y a pas si longtemps au Seuil. Je veux parler de notre ami Abdellah Taïa. Oui, alors bonjour à tous. Merci Laure pour votre accueil, pour vos mots. C'est une première rentrée, donc c'est assez émouvant pour l'équipe, pour les éditeurs qui composent la maison, donc Lisa Liotto et Frédéric Morat. J'ai eu cette chance d'arriver dans une rentrée qui était pour partie déjà sur les rails, d'une certaine manière. Et puis, avec Frédéric Morat, le souhait d'accompagner certains des auteurs et des livres, en tout cas des auteurs que nous avions eu la chance de suivre au Seuil, puisque je crois que cette relation assez particulière, singulière, importante, qui se joue entre un auteur et un éditeur, parfois, souvent, transcende le cadre des maisons. Et c'est peut-être un moment de bouleversement, de changement capitalistique dans tous les sens, ce qui est peut-être le plus ferme, cette confiance qui existe de part et d'autre. Et Abdellah Taïa avait le souhait de nous suivre dans cette prochaine rentrée dans la Maison Julliard, avec un livre qui, pour moi, est le plus grand livre qu'ait pu écrire Abdellah. C'est souvent une phrase un peu convenue de dire le plus grand livre d'un auteur, mais je crois que un auteur, en tout cas un auteur, quand il construit une œuvre, compose d'une certaine façon toujours le même livre. En tout cas, les auteurs qui font œuvre, qui créent un monde. Abdellah écrit ce livre, a été devancier aussi d'une époque et d'une réception. Et Le Bastion des larmes, qui, par son titre, montre à la fois l'ampleur et littéralement où il s'ancre, c'est-à-dire dans ce lieu même de Salé où se trouve ce bastion des larmes qui fait face à l'Europe. Il nous raconte cette différence, cet exil, cet impossible retour, mais aussi la condition précaire et la condition des êtres singuliers. Et c'est un livre absolument remarquable d'écriture et qu'on est très très fier de suivre et qui, d'une certaine manière, et je ne serai pas trop long, mais d'une certaine manière faisait le pont avec la rentrée qui était déjà présente chez Julliard, pour une raison très précise. Le livre d'Abdellah Taïa paraît donc chez Julliard, et quelques mois avant, Lisa Liotto, qui préparait l'édition du livre de Moussa Aboutoa, le poète palestinien qui paraît en octobre, avait proposé à Abdellah Taïa de traduire, ce qu'il n'a pas pu faire, le livre de Moussa Aboutoa, donc comme un pont déjà tracé entre les deux maisons. Et l'autre pont, d'une certaine manière, c'est qu'il donne le là d'une thématique sous-jacente à notre entrée sans qu'on les guide, puisque les auteurs écrivent leur œuvre, ne font pas une photo collective. Eh bien, c'est cette idée de l'histoire qui nous traverse, du fait que le passé est en nous. Et c'est cette phrase qu'on retrouve dans le livre et qui est le passé, 3 petits points, notre grande fiction. Et je crois qu'il n'y a pas plus fortement, de manière plus forte de traduire ce qu'est notre entrée. Tous les livres traversent ce passé. Alors Abdellah Taïa, effectivement, je pense, arrive à une forme d'écriture de l'accomplissement. Les livres précédents d'Abdellah Taïa nous avaient marqués, nous avaient même bouleversés pour le courage qu'il portait et les valeurs qu'il transmettait. Mais là, on arrive effectivement à un art littéraire particulièrement délicat, fait d'arabesques,
de pont entre le passé et le présent, toujours dans une unité de temps et toujours dans une unité géographique, qui est cette espèce de ville morte où vivent quand même des gens qui respirent, qui est Salé. Est-ce que vous avez l'impression qu'à travers ce texte, le grand public, qui ne connaît pas encore la force de l'écriture véritablement d'Abdelataya, depuis, ça fait 10-12 ans qu'il écrit, qui a pour ange tutélaire un Jean Genet, enfin c'est vraiment dans cette famille littéraire qu'il faut le ranger. Est-ce que vous avez la possibilité de croire qu'il va franchir une étape avec ce livre qui est plus ample que les autres et moins autobiographique? Grande question. Je l'appelle de mes voeux et je crois que la rentrée Julliard et le choix restreint d'un certain nombre de titres, ce n'est pas des rentrées pléthoriques, nous amène, et c'est tout notre désir à l'intérieur de cette maison, d'aller au feu pour certains livres. Et ce livre-ci, on est prêt, je crois, à aller au feu, le défendre contre vents et marées, parce que oui, ce livre doit être lu d'un large public. Il est important. Il raconte quelque chose de la condition de l'exil, il raconte quelque chose de la condition homosexuelle, il raconte quelque chose de ce pont entre la Méditerranée et l'Europe et de ces voix disparues. Et il place la littérature au centre de tout, puisque c'est un livre d'écriture, c'est un livre de voix, de faire parler les morts. C'est ce que fait le livre à travers la voix soit des sœurs, soit des disparus dans le livre. Et il y trouve une forme littéraire. Donc, je ne peux pas en prendre le pari, mais en tout cas, je me battrai pour que Abdelataya soit lu. Il est très reconnu déjà. Il avait reçu le prix de Flore pour je crois, son deuxième livre, mais au-delà, il est traduit dans le monde entier et enseigné déjà aux États-Unis pour son œuvre. Donc, j'espère bien que maintenant, il sera lu plus largement encore. Ce qui est intéressant chez Abdelataya, c'est que c'est un auteur qui est doublement transfuge, puisqu'il est passé du Maroc à la France, d'un milieu modeste à un milieu intellectuel. Et en même temps, ce qui est étonnant, c'est que pour lui, son enfance, sa mère, ses sœurs sont un Éden. Et il ne nous cache pas que ce n'était pas simple d'être homosexuel au Maroc, mais le souvenir et la nostalgie sont plus forts. C'est parmi les plus belles pages du livre, c'est de raconter ce qu'a été la condition d'un enfant différent dans un gynécée de sœurs, du fait qu'il ait été accepté plus qu'il ne l'aurait été nulle part ailleurs dans cette société. Et qu'il voit, et c'est ce qui est très beau dans le livre, de quelle manière les sœurs, au fur et à mesure des mariages, au fur et à mesure de la façon dont la société vient les fracasser, vient les faire rentrer dans le rang, et bien quittent leur insolence, leur joie, qui était cette joie circonscrite au cercle familial où se trouvait cet enfant différent qui côtoyait ses sœurs. Et c'est des pages admirables, joyeuses, drôles, parce que c'est un livre à la fois poignant, mais c'est un livre qui retransmet la voix d'un pays et la joie et la note de ses sœurs. Dorothée, je vais en faire une de mes transitions un peu discutables, mais dans cette vieille chanson qui brûle, Alexandre Lenot raconte aussi ses souvenirs. Et alors là, c'est peut-être un petit peu moins positif, et il y a aussi ce rapport entre... oui, c'est quand même un transfuge, son personnage, c'est le moins qu'on puisse dire, puisque vous allez nous raconter d'où vient le personnage de cette vieille chanson qui brûle. En tout cas, je l'espère. Oui. Bonjour à tous. Oui, c'est le deuxième roman d'Alexandre Lenot qu'on est très très content de publier. Cette année, les éditions Donnel ont publié 2 romans français. Donc, on a mis tous nos œufs dans le même panier, mais vous allez voir quel panier. C'est pour ça qu'à la fin, je vous demanderai de nous dire un mot de votre roman américain, parce que sinon, on va vraiment être un peu court. Non, parce qu'on a beaucoup à dire sur cela. Alexandre Lenot, il avait fait Écorce vive, qui avait été très remarqué, qui avait eu le premier prix à la RTB de la RTBF il y a presque 5 ans. Et là, il revient avec un livre qui est une merveille quand même, je dois le dire. C'est l'histoire d'enfants sauvages. C'est des jumeaux sauvages. Et là où il y a un transfuge, c'est peut-être ça aussi. C'est l'histoire de 2 jeunes enfants qui ont vécu dans la forêt, élevés par leur père, dans une maison qu'on appelle la demeure. La mère n'est pas là. Et ils ont été rattrapés par la civilisation à 10-12 ans et ils ont été rattrapés par le monde. Et là, le roman commence, c'est Noé, un des 2 jumeaux,
qui revient voir son père dans la demeure. On comprend tout de suite que son jumeau, Jérémie, qui était le fils préféré, est mort. Et en remontant vers la maison, il retraverse la rivière, il retraverse la forêt, et toute cette enfance remonte, et tout ce monde perdu, retrouvé, remonte avec les souvenirs. C'est cette... Quand il revient voir son père, on ne sait pas en fait ce qui va le motiver. Est-ce que c'est la colère? Est-ce que c'est la consolation? Est-ce qu'ils vont se retrouver? Comment ils vont se retrouver? Et c'est voilà, toute cette chanson qui brûle, tout ce texte qui va être écrit et dit par cet enfant devenu grand, qui va nous donner les clés en fait de cette relation père-fils, et surtout, ce qui est le plus important pour Alexandre Lenot, il en parle de cette relation fraternelle, les deux frères, en fait. Alexandre Lenot dit lui-même, en fait, pour certains, c'est le plus important, c'est la relation filiale. Pour moi, et c'est ce que j'ai voulu dire dans ce livre, c'est la relation fraternelle, c'est celle qui est la plus forte. Et c'est ça qui est intéressant dans le livre, c'est effectivement qu'il y a tous ces niveaux, il est ni dans purement le ressentiment, ni... le personnage essaye de synthétiser les bons, les mauvais, les souvenirs. Et en plus, moi, ça m'a paru très intéressant. Effectivement, on entend des faits divers de temps en temps de gens comme ça qui retournent à la nature, et avoir ce narrateur qui finalement a vécu ça. Enfin, j'ai vraiment eu l'impression de découvrir un monde. C'était une libraire qui avait, je me souviens, pour le premier, pour Écorce vive, qui avait dit le Michigan à Jim Harrison, le Cantal à Alexandre Lenot. Et ça, mais c'est pas faux. C'est pas faux, même si je connais pas très bien ni le Michigan ni le Cantal, mais je vois l'idée littérairement, et elle me semble très juste. Et puisque... on parle du souvenir, on va complètement changer de genre avec un auteur qu'on connaît un petit peu qui s'appelle Amélie Nothomb. Elle nous raconte une chose qui est très étonnante, elle, qu'on associe comme ça au Japon, c'est qu'en fait elle déteste partir en voyage, elle a toujours peur de ne pas retrouver son pays, et d'ailleurs que peut-être c'est parce qu'elle est allée au Japon pour s'y installer et que ça n'a pas marché, qu'il y a tout ça, et elle essaye d'aller au Japon de manière dépassionnée, ce qui est très difficile pour elle. Et c'est très étonnant parce que c'est un roman d'une grande liberté. On sent que c'est quelqu'un qui a déjà écrit plein de livres. Elle dit d'elle-même qu'elle est une japonaise ratée. Parce qu'en fait, elle a tenté d'habiter au Japon. C'est son pays rêvé. Et d'ailleurs, c'est l'impossible retour au pays rêvé pour Amélie. Elle ne veut pas partir au Japon. Elle refuse à chaque fois parce qu'en fait, c'est trop violent, c'est trop dur, parce qu'elle y va et elle voit elle voit l'inadéquation, à la fois de la parfaite adéquation d'Amélie au Japon, parce que d'ailleurs, je sais que chez Albin Michel, elle a un bureau, et alors on la voit tous les matins, tous les jours, et elle a cette espèce d'extrême courtoisie, d'extrême sophistication, et tout le monde dit, mais elle est japonaise. Voilà, donc elle est japonaise, mais ratée, dit-elle. Et alors là, elle est un peu obligée d'aller au Japon, parce qu'elle doit accompagner une de ses amies qui lui a fait promettre de l'accompagner, donc elle y va, et puis elle se retrouve dans un état de désenchantement délicieux, mais qui correspond bien d'ailleurs à quelque chose d'un peu zen, qui correspond aussi à ce qu'Amélie est. Et donc c'est quelque chose d'important parce que le Japon, c'est son père, en effet. Son père lui a appris à parler japonais. Son père connaissait le théâtre No et la faisait participer à tout un tas de représentation No. Donc il y a cette drôlerie d'Amélie Nothomb qu'on retrouve à chaque page. Moi, il y a des pages qui m'ont fait vraiment rire, des pages où elle est dans le train et elle ne trouve pas son ticket et elle tombe en pleurs parce qu'en fait elle n'a pas son ticket, et donc son amie la regarde, lui dit qu'il ne faut pas exagérer, et en fait parce qu'elle sait en fait comme c'est discourtois. Et donc elle parle de l'extrême politesse, elle parle de tout un tas de choses comme ça qui sont magnifiques dans ce livre. Moi, c'est un livre qui m'a vraiment emballée en fait, d'Amélie, parce que il a une forme de perfection entre voilà, ce désenchantement, cette douleur, ce chagrin de ne pas pouvoir être là où vous avez envie d'être, et puis cet humour. Autre livre attendu, celui d'Emma Becker, Le Retour. Le retour d'Emma Becker.
Le livre s'appelle Le mal joli, mais effectivement, là, c'est un sacré retour. Tout le monde ne bruise que de ce livre dans le milieu. Alors, vous allez nous dire pourquoi? Pourquoi? Parce qu'on essaye de deviner l'identité des personnages, mais il suffit de regarder le programme des éditions Albin Michel pour connaître et reconnaître. Donc c'est un jeu de pistes, d'accord? Donc vous allez lire le livre et vous allez essayer de savoir qui est Antonin dans le livre. Oui, parce que c'est l'histoire. Qui a 2 particules, si ça peut aider. Voilà. Mais on va s'arrêter là. Non, après, lisez les livres. Faut pas en dire Donne trop. trop d'indices. C'est page 9. Albin Michel fait des mariages d'écrivains. Et donc, aussi, de temps en temps. Le mal joli d'Emma Becker. Alors, le mal joli, je ne sais pas si vous savez ce que c'est. Le mal joli, c'est les sages-femmes qui appellent la douleur de l'enfantement le mal joli parce que c'est une douleur inénarrable, mais qu'on oublie aussitôt l'enfant né. Et alors, évidemment, il y a un double sens, je ne vous l'apprends pas, dans ce titre. Je trouve ça très beau comme mot, le mal joli, comme formule pour dire la passion amoureuse. Parce que c'est 3 saisons dans la vie d'une femme amoureuse qui est mariée. C'est Emma Becker, elle est mariée, elle a 2 enfants. Jusque-là, tout va bien. Elle habite dans le sud de la France et elle tombe folle amoureuse. Contre son gré en quelque sorte, mais comme la passion amoureuse vous tombe dessus, et c'est en général on n'a pas décidé tout à coup de vivre une grande passion amoureuse, et c'est quelqu'un qui n'a rien à voir avec ce qu'elle est, et en effet c'est un homme à double particule, un homme de droite, et donc elle ne comprend pas trop un homme qui porte des petits nœuds papillons avec des petits pois. C'est vous qui commencez à donner trop Là, ça se précise. Ça se précise. Et donc, elle est elle-même surprise, lui-même est surpris, et c'est aussi la manière qu'a Emma Becker, cette auscultation, en fait, dans cette écriture à la fois cérébrale et charnelle qu'il y a chez Emma Becker, et cette précision et cette... je dirais pas cette impudeur, il y a une forme d'impudeur, mais aussi une impudence. Elle y va, elle raconte exactement ce que c'est, en fait, cet aveuglement de la passion. Parce qu'on sait bien tous que la grande passion amoureuse est une sorte de maladie mentale. Il y avait un vieux psychiatre qui m'avait dit ça un jour. La seule maladie mentale qu'on ne peut pas soigner, c'est la passion amoureuse. Et donc, il y a quelque chose de cet ordre-là. Elle est emportée... Elle est emportée pendant ces 3 saisons, et particulièrement la saison d'été qui est très drôle, parce il y a quelque chose dans son écriture de très vivace, et elle raconte que l'été c'est terrible parce qu'elle est éloignée de son Antonin, de son amoureux pendant 2 mois, et qu'est-ce qu'elle fait pendant cet été-là? Elle est en vacances avec ses enfants, et alors elle est écartelée entre cet amour fou pour cet homme, l'absence de cet homme, et puis le fait qu'il faut s'occuper des enfants, et qu'en même temps, elle les aime follement, ces enfants. Mais parfois, elle a tellement envie de s'en débarrasser. Et elle est d'une honnêteté, d'une sincérité qui sont assez époustouflantes. On retrouve des choses qu'on a tous ressenties d'une manière ou d'une autre. Parce que l'adultère, la passion... On n'est pas sûr d'être capable de coucher sur le papier, parce que, quand même, c'est un peu gênant. C'est un peu gênant, mais c'est ça qui fait la force du texte. Elle hausse son propre niveau, je trouve, par rapport à certains textes antérieurs, au niveau des enjeux de littérature. Les enjeux de littérature et de la prise en charge des mots. Elle pense ce qu'elle vit, et elle le dit avec des mots qui ne sont pas seulement ceux du premier texte qui l'ont fait connaître. Absolument. À la fois pour des bonnes, mais aussi pour des mauvaises raisons. Oui, c'est ça. C'est sûr qu'il y a une maturité Elle devient écrivain. Et elle sait jouer avec ça, les bonnes et les mauvaises raisons, parce qu'elle nous parle de sa vie avec une honnêteté incroyable. Et puis, il y a la petite scène, et hop, elle passe à autre chose. Enfin, moi, et narrativement, c'est vraiment fort, parce que vous pourriez vous dire, encore une histoire d'adultère, une grande passion, elle le fait avec ça a eu un petit succès dans l'histoire de la littérature. Oui, bien entendu, ça a eu un petit succès, mais on sait aussi qu'il y en a eu beaucoup, et que parfois ça tombe à côté. Et là, en fait, on le lit avec je sais pas, je l'ai lu d'une traite. En fait, j'allais avec elle, je l'accompagnais dans cette passion-là, en ne sachant pas si ça allait finir tragiquement ou pas, et comment, en fait, ça allait se transformer. Parce qu'on sait bien aussi que c'est les passions amoureuses, on le sait tous, que c'est, on n'est pas tout à fait des perdreaux de l'année. Et donc, on sait qu'en fait, il y a un début, et il y a un acmé, mais il y a aussi une fin à tout ça. Et donc, c'est très beau, et aussi, il y a quelque chose de plein d'espoir sur la possibilité du grand amour, je trouve, dans ce livre. Je vais enchaîner avec vous, Adrien Bosc. Vous avez un livre. Alors, on peut dire d'une certaine manière que c'est le contraire, puisque c'est l'histoire de quelqu'un qui ne s'attache pas. Le titre, c'est L'éclipse de Sarah Bussy.
Et grosso modo, c'est une femme, je résume à gros traits, qui est dans un parc dans une forêt même, je crois, avec son mari et sa fille. À un moment, son mari et sa fille ne la voient plus. Et dans le fond, elle se dit que c'est pas si mal et elle va disparaître et laisser son mari et sa fille et se reconstruire une vie à elle, en fait. Et je crois que quand on lit ce texte, tout le monde, il y a une part de nous-mêmes qui se dit « Ah, mais est-ce que j'ai pas ça en moi ? Est-ce qu'à un moment, je ne laisserai pas tomber, 3 petits points ?» Et donc, on est très avide de savoir comment elle fait. Oui, et c'est d'autant plus marquant dans le livre de Sarah Bussy qu'on a le cadre d'une mère heureuse qui, là, est en forêt, se balade, comme vous le disiez, avec son mari. Et puis, cette espèce de tabou absolu, espèce d'attachement. Le père est un peu plus loin avec l'enfant dans le porte-bébé. Et quand bien même le tableau serait idyllique, quand même la situation serait socialement parfaite et l'amour heureux, cette espèce d'angoisse qui naît sans qu'elle soit dite, et cette possibilité de l'échapper, cette possibilité de l'éclipse, cette possibilité de sortir et de se réinventer. Là aussi, c'est la matière de nombre de livres, allant de Villa Amalia à d'autres livres qui sont la tentation absolue, parce que c'est la tentation des évaporés, la tentation, pour reprendre le titre d'un autre livre paru il y a quelques rentrées, et de cette possibilité, est-ce qu'on peut vraiment se réinventer ? Est-ce qu'on peut réinventer sa vie ? Est-ce qu'on peut abandonner ce qui est le plus important à nos yeux ? Et c'est ce que va faire ce personnage, et d'une façon assez frénétique, mais inconsciente, et allant comme ça, le père cherche sa femme, elle s'échappe, elle va un peu plus loin, elle prend un train, elle prend un bateau, elle va de plus en plus loin, et elle arrive dans ce pays de terre, de feu, de glace, qui ne dit pas son nom, mais dont on voit qu'il s'agit de l'Islande. Enfin, on comprend que c'est le terrain incognita, un peu plus loin, et elle va se réinventer, retrouver aussi une vie du côté de la cuisine, de la gastronomie, de comment se réinventer aussi dans sa vie, rencontrer quelqu'un d'autre. Et puis, on le sait, le passé ne se referme jamais, et le passé revient, et de quelle façon elle peut ou pas abandonner une deuxième vie, retrouver l'autre pour abandonner la suivante. Donc, un très très beau livre qui est, à mon avis, une obsession commune à nombre de lecteurs et d'écrivains. Et c'est aussi le propos de la littérature, c'est de pouvoir inventer à chaque fois d'autres vies que la sienne. Et est-ce qu'on a la possibilité nous-mêmes de se réinventer ? Je voudrais parler de Véronique Olmy et de livre que vous publiez, Le courage des innocents. On a rendez-vous régulièrement avec Véronique Olmy, mais là aussi, je trouve qu'elle hausse le niveau par rapport à sa propre écriture. Ah oui, alors Le courage des innocents, je l'aime aussi par sa brièveté, parce qu'il condense quelque chose de très fort. Vous savez, la première fois qu'elle m'en a parlé, elle m'a dit « Je voudrais réécrire les évangiles ». Ah bah oui. Alors moi, je lui dis bien sûr, réécrire les évangiles, allez, on se lance là-dedans. Et puis, en fait, elle a créé le personnage de Ben. Et Ben, en fait, c'est une figure christique. Ben, c'est un jeune homme qui, on le rencontre, on est dans le sud de la France, il est en voiture et il va presser, dans une forme d'urgence absolue, il va essayer de récupérer son petit frère, Jimmy, qui s'est retrouvé dans un foyer d'aide sociale à l'enfance parce qu'on l'a retiré à la garde de son père. Et donc du beau-père de Ben. Et donc Ben est complètement accablé par cette décision, et donc il va rechercher son petit frère. Et en faisant ça, en allant à la rencontre de ces enfants perdus, de ces enfants qui sont perdus, parce que dès le départ, en fait, c'est quelque chose qui fascine complètement Véronique Olmy. Et d'ailleurs, elle m'a dit que quand elle a décidé de parler de cette histoire des foyers et de l'ASE en France et du grand scandale, que c'est qu'en fait, les enfants sont dans ces foyers et à 18 ans, on leur dit « Hé, maintenant, t'es majeur ». Et donc, on les retrouve où ? On les retrouve dans la rue. On les retrouve, ce sont eux les SDF qu'il y a dans la rue. Et donc, c'est terrible en fait, c'est tout à fait scandaleux. Et donc, elle me racontait que quand elle a écrit Le Gosse, quand elle a publié Le Gosse il y a 2-3 ans, les gens venaient la voir, les lecteurs venaient la voir et lui disaient « Moi, j'ai été abandonnée, moi, j'ai été dans les foyers ».
mais je ne le raconte jamais à mes enfants. Et elle a dit, il faut le dire aux enfants. Il ne faut pas que ce soit une espèce de honte sur soi. Et donc, elle a décidé de redonner une forme de gloire à ces enfants-là. Alors, elle part de ce Ben dont je parlais à l'instant, qui va à la rencontre de ces enfants-là. Et cette rencontre va chambouler son existence. Lui, Ben, c'est un jeune militant, activiste, altermondialiste. Bon, il est idéaliste et magnifique, très charismatique. Et lui, en fait, il a 23 ans et il va rencontrer ces enfants-là, alors qu'au début, ça ne l'intéresse pas plus que ça, et c'est juste son petit frère qui va chercher. Et ça va l'emmener jusqu'en Ukraine, parce qu'en ce moment même, il se passe un drame, une tragédie absolue en Ukraine. Une parmi d'autres, vous allez me dire. Mais c'est l'un des crimes de guerre les plus importants. C'est l'enlèvement. C'est le kidnapping et la déportation de centaines de milliers d'enfants qu'on emmène en Russie. Et donc, et on le sait bien que dans tous les pays où il y a qui on demande d'oublier leur origine ukrainienne, on leur donne un nom, on leur impose une langue et une famille. Et c'est quelque chose, en effet, dans tous les systèmes totalitaires, coercitifs, il y a quelque chose autour de l'enfance. On prend les enfants et on leur ôte tout ce qu'ils avaient en tête, toute leur identité, et on fabrique quelque chose. On l'a vu au Chili, on l'a vu en Amérique latine, c'était quand même la grande spécialité aussi, en Espagne, en Allemagne, tous les moments où il y a eu des crises politiques de ce type, et aussi violentes, en fait, les enfants sont vraiment le nerf de la guerre. Et donc, ce jeune homme va aller en Ukraine et il va tenter de soustraire les enfants à la déportation. Et elle dit très joliment, et c'est vrai, c'est qu'en fait, parfois on se dit, mais qu'est-ce que je peux faire ? Il y en a des centaines de milliers qui s'en vont, et qu'est-ce que je peux faire ? Et elle dit, mais au fond, une phrase qu'on devrait se répéter souvent, c'est « qui sauve une vie, sauve l'humanité entière ». Et donc ça, c'est comme une espèce de phrase qui revient régulièrement, pas dans le livre, mais dans la tête de Véronique quand elle écrit. Et je pense que ce livre est extrêmement fort. C'est un livre politique, certes, mais c'est un livre d'une grande humanité. Il y a toujours l'écriture extrêmement fine, ciselée de Véronique. Je crois que c'est un grand texte. Voilà. Et ce qui est très frappant, moi, ce qui m'a frappé, c'est cette capacité à dézoomer. On part d'un cas très personnel et on va avoir toute une réflexion sur l'enfance abandonnée. Et ça, les Américains font ça très bien. Et je ne sais pas si les Français, on rezoome, on redézoome. Là, il y a quelque chose de très cinématographique que j'ai trouvé très, très américain. Est-ce un compliment d'ailleurs? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Si, dans le sens où parfois on dit on dit plein de choses sur la littérature française, mais c'est là cette idée en effet du dézoom et d'une force narrative, d'une force romanesque. Souvent on dit que ça manque de romanesque la littérature française. Là il y a quelque chose de cet ordre-là chez Véronique Hermine, mais c'est une grande écrivaine, vous le savez, et elle a écrit quand même déjà pas mal de livres. Et là, dans un livre d'une plus grande brièveté que les derniers, mais moi il m'a fait penser, il m'a évoqué plus que gosse, il m'a évoqué plus Bakita encore, dans cette trajectoire de l'enfance et d'une forme de rédemption spirituelle. C'est un texte en fait qui est lié à la spiritualité. Donc c'est pour ça qu'il résonne beaucoup avec Bakita. Je vais encore redire sans transition aucune, puisque finalement, vous publiez un roman qui parle de fondation d'art contemporain et de problèmes de DRH, donc je pense que là, vraiment, il n'y a aucun rapport. Donc, parlons-en, qui s'appelle « Les œuvres intérieures de Charlotte Augusta », et c'est un regard très fin. On sent que cet auteur a un peu travaillé dans une fondation qui pourrait être dans le Bois de Boulogne, mais on n'est pas sûr. Et c'est très drôle, là, ce dont elle se souvient et la manière dont elle regarde ce petit univers de gens parfaitement et parfaits et parfaitement cultivés et qui font parfaitement le bien. Enfin, tout ça est très bien. C'est un premier roman de Charlotte Augusta. Et en fait, voilà, donc l'héroïne a passé tous les tests. On a vu qu'elle était très sensible. Elle a même, voilà, le psychiatre aussi lui a dit, bon, voilà, on a besoin d'un profil comme vous, mais en fait, ne le montrez pas trop quand même. Mais en fait, ça y est, elle a passé les tests et elle a décroché le job de ses rêves puisqu'elle travaille dans une fondation d'art contemporain super chic. Tout est blanc, tout est beau, les œuvres sont splendides. Le directeur a beaucoup d'esprit.
Les cocktails sont merveilleux. C'est là où quand même on rejoint le monde de l'édition française. Oui, moi j'ai un goût très développé pour l'art contemporain pour les raisons que... Et donc voilà, et du coup tout a l'air impeccable comme ça au premier abord. Et elle se fait une amie, c'est sa voisine de bureau, qui elle, la voisine, participe pas trop au cocktail le soir. Et puis le temps passe, elle est dans la team culture, elle n'est pas dans la team sales. Et puis un beau matin, sa voisine de bureau ne vient pas. Elle ne vient pas le lendemain, elle ne répond pas aux mails, elle ne répond plus au téléphone et on n'a plus de nouvelles de cette collègue. Bientôt, la DRH va appeler l'héroïne et puis commencer une enquête, poser des questions. Et c'est le début, en fait, d'un léger retournement de situation, en tout cas de vision de ce monde idyllique du travail, et le début d'insinuation d'une certaine toxicité sous des abords absolument splendides et d'amour de l'esthétique. Et le texte formellement ressemble à ça, c'est-à-dire c'est écrit avec beaucoup de grâce, c'est écrit comme un château de cartes, c'est très précis et on peut penser que voilà, mais l'effondrement est jamais loin. La jeune fille va se demander qu'est-ce qu'elle n'a pas fait, qu'est-ce qu'elle aurait dû faire, qu'est-ce qui s'est passé. Et c'est comme ça qu'elle va découvrir en fait ce monde du travail. Personne ne lui avait dit que ça allait se passer comme ça. Elle va prendre en fait appui sur les œuvres. Le livre s'appelle Les œuvres intérieures. Et elle va prendre appui sur les œuvres qui sont accrochées à ces grands murs blancs pour essayer de comprendre ce qu'elle cherche et de trouver une solution à la situation. C'est vraiment un premier roman qui sort du commun. L'autrice Charlotte Augusta fait le parallèle entre cette jeune fille qui découvre le monde du travail et une sorte de chevalier qui va entrer dans la forteresse du monde de l'âge adulte en fait et du monde du travail, qui va passer les étapes, mais qui malgré ça, malgré les obstacles surmontés, va peut-être jamais arriver à destination. Voilà pour ce premier roman qui nous a beaucoup touchés. L'éditrice qui fait aussi sa première rentrée pour la littérature, c'est Marie Desmeurs. Elle était chez Actes Sud pendant près de 20 ans. Et elle a le chic pour déceler les premières plumes. Elle a eu 3 Goncourt du premier roman dans sa carrière. Enfin, pas elle personnellement, mais ses auteurs. Dont le premier était Kamel Daoud d'ailleurs, et donc on peut vraiment lui faire confiance sur la découverte et les premières lignes, les premières plumes et les premières écritures. C'est vrai que c'est un texte tout en nuances, avec beaucoup de causticité, de violence et de beauté aussi. Moi, il y a 2 textes dont j'avais encore envie de parler et qui se répondent un petit peu. Il y a le texte de Fabrice Rousselot, d'abord, Cavalier du ciel. Alors, c'est assez fou. Je crois que c'est son grand-père ou son arrière-grand-père qui a été un des inventeurs de l'aviation de chasse pendant la Première Guerre mondiale. Et on apprend dans ce livre, et vous verrez pourquoi je dis ça, que ce sont finalement les officiers de cavalerie qui voyaient bien que ça marchait plus très bien leur truc et qui se sont mis à monter dans des avions pour continuer la légende de la cavalerie. Et je m'aperçois que j'avais prévu de faire l'enchaînement dans l'autre sens, mais ça va très bien se passer comme ça. Jean Rousselot, Cavalier du ciel. Oui, alors on se refait pas. J'ai une petite obsession pour l'aviation. J'avais reçu son. Ouais, voilà. Je sais pas pourquoi, mais j'avais reçu ce manuscrit. C'est l'un des premiers que j'ai reçu. Il avait publié, Jean Rousselot, avant un livre sur la vraie histoire derrière le Carmen de Bizet. Et là, il s'intéresse à l'histoire de son aïeul. Et ce qui est particulièrement intéressant et ce qui gouverne à l'écriture du livre, c'est de quelle manière un destin empêché devient un plus grand destin, de quelle manière le fait de tomber de cheval vous amène à d'autres univers. Et c'est là où le livre dépasse le côté fanat, mili ou obsessionnel de l'aviation, c'est que ça croise 2 époques, à la fois la naissance de l'aviation et l'histoire assez méconnue pendant les grandes lois de laïcité de l'affaire des inventaires. De quelle manière on a demandé à l'armée d'entrer dans les églises
et de faire l'inventaire des biens d'église. Et il faut imaginer dans une France à 98% catholique et fidèle, des cavaliers à qui on intime l'ordre d'entrer, de faire sacrilège, et donc certains descendants de cheval, ce qui est le cas de son aïeul Carlo de Rose, et qui, par ce destin empêché, va se trouver à se replacer dans le civil et à découvrir ces doudingues qui inventent les premiers avions, les premiers exploits de Blériot, les premières traversées des Pyrénées, les premières traversées de la Manche, etc. Et comment ces gens-là, un peu comme dans le livre de Tom Wolfe, L'étoffe des héros, comment une époque plus tard, c'est-à-dire comment l'aviation de chasse va aller vers la Lune, et bien comment cet esprit chevaleresque de cavalerie, de duel, va effectivement, comme vous le dites, se déplacer vers l'aviation, avec d'abord l'idée de ne pas utiliser comme arme l'avion, mais plutôt pour découvrir les positions de l'ennemi, ce qui est le début de l'aviation de guerre, et puis les armées, et avec une histoire qu'on découvre dans le livre véridique, de la tentative d'assassinat du Kaiser, d'arrêter la guerre avec cet ensemble de bataillons, et avec cette petite particularité qu'il a été compliqué donc, pour Carlo de Rose, celui qui dirigeait ces hommes, de leur expliquer ou d'arriver à leur faire entendre qu'il faudrait chasser groupés, en escadrille et non pas en esprit de duel l'un contre l'autre. Donc c'est vraiment, c'est d'ailleurs quelque chose qu'on retrouve pour l'anecdote dans le film de Jean Renoir, La Grande Illusion. Vous avez dans la prison Van Stroheim et Freinet, qui sont deux anciens aviateurs, et on voit bien qu'il y a une sorte d'aristocratie, de noblesse de l'aviation qui se reconnaît au-delà de ses troupes. Et qui Alors que Gabin n'en fait pas partie, même si c'est un très bon pilote. Exactement. Et donc, je voulais faire un rapprochement, parce qu'il se trouve que vous publiez Cœur de Thibaut de Montaigu. Et alors, ça parle de son arrière-grand-père, qui fait partie de ces militaires qui, à un moment, ont eu des problèmes parce qu'ils ne voulaient pas rentrer dans les églises pour faire la séparation de l'Église et de l'État et faire les inventaires d'églises, qui se retrouve donc lui aussi dans le civil, sauf que ça lui réussit pas très très bien, et qui ensuite va redevenir officier comme le personnage de Fabrice Rousselot, mais lui, il va pas vers l'avenir. Il reste dans la cavalerie. C'est un vrai cavalier, et il va faire une chose un peu folle, il va faire la dernière charge à cheval de l'histoire de la guerre moderne pendant la Première Guerre mondiale. Il va charger à cheval contre les mitrailleuses allemandes, et c'est pas une bonne idée. Ah ben ça, on s'en serait douté, et je pense qu'il le savait aussi. Mais vous imaginez ça, c'est 200 cavaliers, sabre au clair. On est en 1914, et en fait, ils vont directement vers les mitrailleuses et tous les chars en fait allemands. Alors, vous imaginez le massacre. Et cela dit, ils ont mis en déroute les Allemands. Les autres étaient étonnés quand même. C'est quand même parce que c'est quand même 200 types, mais bien déterminés. Alors, ils ont été massacrés, mais 200 types bien déterminés qui vont vers vous. Ils n'ont pas compris ce qui se passait. Les Allemands, ils sont quand même, donc ils ont reculé. Donc, mais ce monsieur, évidemment, Louis de Montaigu, et il n'en est pas sorti vivant. Et alors, toute l'affaire de Thibaut de Montaigu, là-dessus, c'est qu'en fait, il va au début voir son père, qui est un vieux monsieur malade, qui vit dans un ancien grand séducteur, qui vit dans un EHPAD, qui vit dans une petite chambrette, il n'a plus rien. Il le décrit, donc c'est un monsieur qui a dépensé toute sa vie, et on est vraiment face à la fin de l'aristocratie. Et justement, c'est pas anodin, parce que Thibaut de Montaigu, c'est justement cette fin d'aristocratie. Qu'est-ce qu'on fait avec tous nos aïeux, tous nos aïeuls, qui sont, enfin, pas les miens d'ailleurs, mais qui sont en fait justement des gens qui avaient tellement de panache. Et c'est pour ça que ça me faisait penser à ça, ce que tu disais là, c'est comment on fait quand notre grand-père ou notre arrière-grand-père, c'était ce genre d'homme. Moi, je suis tranquille avec ça, personnellement. Mais ce qui est fou, c'est cette bravoure, cette folie. Donc il va s'interroger là-dessus, parce que son père lui dit, il lui donne la chevalière, sa chevalière. Donc ça, c'est signe que qu'en fait il sent que la mort approche. Il lui donne sa chevalière, il lui dit de ne pas la porter pour le moment, mais il lui dit surtout, il faut que tu racontes l'histoire de Louis de Montaigu. Et franchement, Thibaut de Montaigu, il se dit la guerre 14, c'était il y a longtemps, donc c'est pas mon truc. Moi, je suis pas historien. Et puis peu à peu, il se laisse prendre par cette histoire, par cet homme, par le mystère en fait de ce désir étrange
qui serait quand même un désir assez suicidaire d'y aller sabre au clair face aux mitrailleuses. Donc, qu'est-ce qui s'est passé pendant ces années dont vous parliez, ces années où il a été absent, il est retourné à la vie civile, et dans son dossier militaire, il y a écrit que ça s'est très mal passé pour lui, mais on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas ce qui s'est passé. Donc, il va enquêter, au fond, sur son aïeul, mais à la fois, dans cette enquête, c'est aussi quelque chose sur le père, le fils, comment être le fils de ces hommes, comment faire un tombeau de papier à ces hommes, comment aussi ressusciter en quelque sorte les pères. Et lui-même, Thibaut de Montaigu, il est père d'enfants, il le raconte dans le livre et il dit parfois en fait j'ai envie de me soustraire, un peu comme aussi le personnage. Il y a toujours des ponts en fait entre tous ces livres parce qu'il y a des obsessions quand même communes à tous les écrivains. Je pourrais disparaître, laisser mes enfants disparaître. Vous savez, parfois on a quand même cette tentation très forte. Et là, lui, il est père et fils, et il est donc l'enfant de cette lignée, et c'est à la fois très lourd à porter et magnifique. Et ce qu'il y a de commun entre ces deux livres, et je finirai par ça, c'est effectivement que ce ne sont pas du tout, vous avez employé un terme que j'aime bien, qui est fanamili, ce ne sont pas du tout des livres fanamili, c'est des écrivains qui se posent des questions sur ce passé héroïque à hauteur de notre vision aujourd'hui, et qui nous permettent de mieux comprendre des sentiments qui nous dépassent un petit peu, parce que c'est vrai que charger sabre au clair, déjà que de bravoure est complètement. Voilà, je sais déjà pas fou, faire de cheval, donc c'est bon, ça va être compliqué. Mais Laure. Merci. Peut-être, est-ce que vous voulez chacun évoquer un dernier livre, Dorothée? On avait parlé d'évoquer le roman étranger de chez De Noël. Ouais, un premier roman d'un américano-iranien, Kashayar Kabouchani, mais on l'appelle Cash, c'est plus facile. Ça c'est bien. S'appelle American Boys et c'est une très grande découverte. C'est l'histoire d'une fratrie, 3 frères qui habitent à San Fernando, à côté de Los Angeles. C'est le petit dernier qui s'appelle K et qui raconte l'histoire. Ils ont des parents iraniens immigrés qui ont tout perdu en s'exilant. La mère d'ailleurs est partie, elle est lassée des violences du père, et là ils sont 3 frères et ils veulent absolument devenir des American Boys. C'est le titre du livre, American Boys. Et donc c'est le petit frère qui raconte l'histoire. Ils habitent dans une toute petite maison, ils ont 3 lits superposés, lui est en bas, et puis ils vont essayer de se fondre dans le Los Angeles des années 90. Simplement, leur père, Baba, est un père autoritaire, un père violent, et il va de force les ramener à Téhéran, l'été des 12 ans du narrateur. Et là, le rêve de devenir un American Boy s'évanouit, et il passe une saison en Iran. Quand ils vont revenir, tout aura changé. Le 11 septembre sera passé par là, et jamais ils deviendront des American Boys. Jamais ils pourront devenir. C'est l'histoire donc de ce cas, de ce petit garçon qui va devenir grand trop vite, qui va être tiraillé entre 2 mondes, tiraillé entre 2 langues, entre l'enfance et le monde adulte, entre la violence du père et le regret du souvenir de sa mère. C'est vraiment un très très beau premier roman, assez autobiographique. Et l'auteur a été sélectionné au Festival America. Il a été déjà repéré, et il sera donc à Paris au mois de septembre. On est très content de le faire découvrir au lectorat français. On a hâte de le rencontrer. Adrien, forcément, vous avez donc changé de groupe, mais vous avez emmené avec vous les éditions du Sous-Sol que vous avez créées, et donc vous allez peut-être nous dire un mot de la rentrée des éditions du Sous-Sol, d'un livre en particulier. Moi, je pensais à Célestin de Ménus, mais pas forcément. Mais je vais quand même tricher, parce que je vais vous parler juste avant du livre de Charlotte Dordor, qui est particulièrement réussi, et le plaisir, la joie d'arriver chez Julia, ça a été aussi de découvrir une partie de rentrée qui était particulièrement bien choisie, et le livre de Charlotte Dordor, qui est un 2e roman, est une autre facette de notre rentrée, qui est un livre construit de façon chabrolienne, avec une vraie maestra pour nous composer une série. C'est un roman polyphonique de voix autour d'un secret
dans une maison, mais aussi de quelle manière les personnages qu'on a pu détester dans le livre à un moment vont être les personnages au devant. Cette façon comme ça d'orienter le lecteur, c'est un livre particulièrement réussi et que j'ai découvert en arrivant et que je n'ai pas lâché. Je sais que c'est une espèce de phrase convenue, mais c'est le cas. Je l'ai lu en un week-end et particulièrement frappé par la qualité d'écriture et la technique. Maintenant, pour le sous-sol, oui, c'est une rentrée comme toujours resserrée, plus centrée sur l'étranger. Anne Michaels, qui est une romancière canadienne que j'admire et que j'espérais un jour sur le livre le plus fort qu'on puisse transmettre, elle aussi sera à America, et son livre Étreinte est traduit par Dominique Fortier. Il y a le retour de Mariana Enriquez sur un livre fabuleux qui n'est pas une nouvelle ou un roman fantastique, mais qui est sa manière de payer sa dette à sa grande sœur en littérature, qui est Silvina Ocampo. Et ô combien je suis content qu'on puisse lire un portrait de la sœur cachée, de celle, le beau bizarre derrière Victoria Ocampo. Et ça s'appelle La petite sœur, ça dit tout. C'est la petite sœur de la littérature argentine, de Borges, de Casares. Voilà, c'est un siècle de littérature argentine qui est raconté à travers ce livre. Et donc Célestin de Meust aussi, pourquoi ? Particulièrement parce que c'est un premier roman. C'est le premier roman, le seul de la rentrée Julliard et Sous-sol, qu'il est arrivé par la poste, et que c'est le premier pour le Sous-sol et que ça fait plaisir. Qu'il est belge, et que ce livre s'appelle Mythologie du point 12. Alors si je vous dis aussi comment on le prononce, c'est calibre 12, je vous ai déjà donné une partie de l'histoire. Mais c'est un livre fabuleux d'écriture. C'est vraiment ce qu'on attend de la littérature et de ce qu'on attend d'une nouvelle voix et de ce qu'on attend d'un manuscrit qui arrive au courrier. Et Dieu sait que c'est pas forcément... c'est-à-dire, dès les premières pages, c'est une évidence. Et ce livre va être une évidence, et je le pense, et j'en prends le pari. Voilà. Merci. Véronique. Alors, je voulais juste parler d'un premier roman, mais alors pas du tout d'un premier roman arrivé par la poste, mais d'un premier roman d'un homme qui a déjà beaucoup écrit, mais qui est documentariste et qui a même eu le Goncourt de la biographie en écrivant une biographie de Hugo Pratt. C'est Thierry Thomas qui a écrit un livre qui s'appelle Feydeau s'en va. Et c'est à propos de Feydeau, c'est pas du tout une biographie de Feydeau, c'est un roman sur Feydeau. C'est Feydeau, en fait, ça fait 7 ans qu'il vit dans le palace, là, en face de Saint-Lazare, qui s'appelle le Terminus, je crois. Et il vit là depuis 7 ans et il n'arrive pas à terminer une pièce. Elle lui résiste et tout à coup, il y a une jeune femme qui vient le voir sous un prétexte quel qu'il soit. Et elle a 18 ans, c'est une veuve de guerre. Et en fait, cette rencontre va être déterminante pour lui. Et ce qui est important et ce qui est intéressant, c'est que Feydeau, cet homme qui a ce côté bulle de champagne, ce côté tellement drôle. Vous savez, Guitry disait, dès qu'il arrive, en fait, il fait infailliblement et mathématiquement rire. Donc c'était quelque chose d'assez fascinant, Feydeau et l'humour, voilà, alors que c'était quelqu'un de totalement désespéré. Comme souvent, les grands hommes drôles et les grandes femmes drôles sont des gens qui ne sont pas si pétillants au fond. Et donc, c'est cette histoire et ce désenchantement, ce désespoir de Feydeau allié au fait que c'est vraiment le roi, le roi pour faire rire, le roi du vaudeville, et l'interrogation qu'il a lui-même sur comment ça se fait en fait que je suis ce genre d'homme. C'est l'écriture de Thierry... J'ai oublié tout à coup, j'allais dire Thierry Richard, mais c'est pas du tout ça. Thierry Thomas. J'ai un problème avec les noms de famille qui sont des prénoms. Je devrais le savoir, pourtant c'est le frère de Chantal Thomas. C'est le frère de Chantal Thomas. Et donc auteur de documentaire. Auteur de documentaire, oui. Et donc c'est une écriture d'une immense précision et qui nous emporte dans ce 1916, et 1916, ce n'est pas rien. Qu'est-ce qui se passe en 1916 à Paris ? Eh ben, vous savez, en fait, les gens que vous rencontrez, il n'y a que des femmes ou de tout jeunes hommes, tout jeunes garçons, ou des très vieux hommes. C'est un moment charnière, et c'est le début d'un monde qui s'effondre. Et voilà, donc c'est un texte très fort. Alors, puisque vous évoquez la collection de Martine Saada chez Albin Michel, moi, je voudrais mentionner le livre de quelqu'un qu'on connaît bien ici. Et j'ai devant moi Adrien Bosque, qui est éditeur, qui dirige la collection Fiction et compagnie au Seuil, et qui s'appelle Bernard Comment, et qui publie un livre très drôle, très ironique, très poétique, sur une histoire d'amour. On a beaucoup parlé de l'amour depuis le début de ce marathon littéraire, du coup de foudre, de la désorientation que procure l'amour dans tous les sens du terme. C'est ce qui se passe à l'intérieur de la dynamique de ce roman. Bernard Comment est quelqu'un qui sait écrire, mais qui a écrit
des livres extrêmement intéressants, mais assez expérimentaux. Et ce livre-là Oui, là, franchit, il nous je emporte, pense, un seuil. Il s'adresse à tout le monde. Et il y a une espèce de jubilation de l'histoire, mais aussi de l'écriture. Donc, oui, il y a bravo. une rythmique extraordinaire. Il est poétique, en effet, mais aussi politique. Il dit des choses de ce qui se passe actuellement dans notre monde. Il y a une C'est légère extrêmement anticipation. drôle. Et c'est très, très drôle. Scène de dîner avec un certain Ouais. Alain qui est très drôle aussi. Bon, Un certain Alain. Nous resterons sur ce mot. voilà. Non, Mais- on va rester sur l'amour. Restons sur On l'amour plutôt on que sur parle Alain. de l'amour D'accord. depuis ce matin. Restons sur l'amour qui est au cœur de la plupart des livres encore, et heureusement. Bah, écoutez, alors merci beaucoup de nous Jacques, avoir merci. accompagnés Merci pour cette aux rentrée. éditrices et aux éditeurs. Merci à tous les éditeurs et à toutes les éditrices Et qui maintenant, ont on va lire participé. tous les autres livres. C'est ça, il nous en reste que 400, il y en a 459 au total, donc le plus dur est fait. Ouais. Merci à tous, merci à ceux qui étaient là, à ceux qui nous ont suivis devant leur écran, merci aux éditeurs qui sont encore là et à ceux qui sont partis. Et à très vite, au revoir.